Bonsoir, 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 bonsoir. J'avais eu l'occasion d'intervenir sur cette notion de beauté minérale dans une chaire beauté, une chaire L'Oréal beauté, et venir mettre mon petit grain de sable ou mon petit grain de caillou là-dedans. Et tout compte fait, je me suis dit, alors évidemment, je l'ai adapté pour ce soir, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être susciter quelques idées, quelques liens qu'on n'a pas toujours. Et donc, j'avais envie de vous le faire partager. Voilà. Et comme là, il y avait une opportunité sur ce mois de décembre, pour tout dire. Donc, parlons un petit peu de beauté minérale. Alors, je suis vraiment resté sur les minéraux. Hein. On pourrait l'élargir aux roches, aux paysages géologiques, mais là, au musée de minéralogie, je suis vraiment resté axé sur les minéraux. Et cette beauté qui inspire, qui est évidente, peut être aussi une source d'inspiration pour les créateurs, d'innovation et même de création. Parce que, bon, ça vous le savez, les minéraux sont partout et parfois, ils sont dans notre quotidien. Alors, pour les objets qui nous entourent, ça, c'est le discours du musée de minéralogie. Mais au-delà de ça, ils sont aussi là, vous allez voir, dans d'autres dimensions, là où on les attend peut-être pas, où on n'a pas complètement réalisé que c'était eux qui avaient inspiré les artistes notamment. Alors, l'objectif, c'est d'apporter ce regard un petit peu particulier qui vise les relations art-et-sciences. C'est aussi de voir comment les minéraux jouent dans notre quotidien et d'une façon pas habituelle, je l'espère en tout cas. Et puis peut-être, puisque là, nous sommes quand même des vulgarisateurs réunis, ou tout au moins curieux, donner des idées d'exposition, d'ateliers, d'animation. Dites-le moi, hein, j'attends moi des retours pour la suite et j'espère qu'effectivement, il y aura des petites idées qui surgiront après cette présentation. Déjà, les minéraux inspirent par leur forme. La forme des minéraux, les formes des cristaux sont déjà en soi des œuvres d'art hein, et vont inspirer les artistes. Alors, un petit rappel quand même, la forme, elle est déduite des systèmes cristallins. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit cours de minéralogie. Hein. Donc, il y a les 7 systèmes cristallins, le cubique, le rhomboédrique, l'hexagonal, le quadratique, l'orthorhombique, le monoclinique, le triclinique, je les ai tous dit, avec chacune des caractéristiques géométriques en matière de face et d'angle. Eh bien, déjà, cette forme inspire les artistes et notamment les architectes. Je passe, puisqu'on a pas mal de médiateurs parmi nous, hein, au passage, les cristaux sont aussi dans les programmes d'enseignement aujourd'hui et dans l'enseignement des mathématiques et l'enseignement du scientifique en première. Donc, dites-vous bien que là, les éléments que l'on présente ici peuvent peut-être aussi servir dans vos animations vis-à-vis des scolaires. Alors, le système cubique, rassurez-vous, on ne va pas tous les faire, mais le système cubique, quand même, en termes d'inspiration pour les architectes, par exemple, évidemment, il a beaucoup fonctionné. Donc, ce cube et les dérivés de cette forme cubique, la pyrite est emblématique, n'a pas échappé aux créateurs. Voilà quelques exemples des maisons cubes que vous pouvez trouver en Hollande, à Rotterdam, directement inspirées de cet assemblage de pyrite. En voici un autre, toujours des maisons cubes, et là, cette fois-ci, on est en Espagne, avec une modularité qui rappelle effectivement ces assemblages de cubes de pyrite. Alors, c'est épatant parce que le minéral que j'ai mis là à côté de pyrite vient d'un gisement espagnol. Donc, alors, je ne sais pas si les architectes ont vu ça, mais il est clair que là, il y a une relation géométrique et étonnante, hein, parce que là, pour le coup, les cubes sont là, mais ils sont assemblés d'une façon, pour les bâtiments, là, d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, le cube s'est un petit peu déporté, c'est un petit peu superposé, un petit peu glissé aussi. Dans l'émiédrie du cube, là, il y a cette forme pentagonale qui a aussi inspiré, et cette fois-ci on est au Japon, un architecte pour avoir une maison extrêmement condensée, extrêmement modulaire. Au Japon, on vit dans des petits espaces. Hein. Donc là, on a une micro-maison qui fait même abri, hein, tel que vous pouvez la voir, et qui est directement inspirée d'une forme minérale cristallisée de pyrite. Poursuivons. Là, on sort du domaine de l'architecture. Voici là
un cabinet magique qui nous est proposé par un artiste designer, une artiste, tout à fait étonnante dans son assemblage et qui revendique là aussi, je pense, la pyrite, comme même si elle ne le dit pas dans son titre, qui revendique la pyrite en matière de forme. Là, pour le coup, une autre artiste qui donne le nom à son œuvre, qui est celle de Pyrite des cubes assemblés. Et là, je vous mets à côté aussi un échantillon du musée de minéralogie qui est assez mythique, hein, et il fait une vingtaine de centimètres avec cet assemblage tellement parfait qu'il suscite à chaque fois l'étonnement du visiteur et même l'incrédulité. On a beau lui dire au visiteur que c'est une forme absolument naturelle, eh bien, il a du mal à le croire tellement les formes sont parfaites, les assemblages parfaits, les arêtes parfaites et la surface des cristaux parfaits. Donc là, on est vraiment à la limite, effectivement, j'allais dire, de l'artificiel, du recréé et du naturel, avec ce passage de l'un à l'autre, et parfois on hésite. Toujours dans le système cubique, eh bien, la halite a aussi inspiré un architecte. Là, on se promène aux États-Unis. Je passe dans les systèmes hexagonaux. Je vais rester dans un premier temps beaucoup sur l'architecture, mais après on ira plus loin, bien sûr. Le système hexagonal, bah, évidemment, là, on va tomber sur le quartz et ses formes géométriques qui sont très marquées, très connues. Et là, on ne peut pas passer à côté du futuroscope, bien sûr, où là, c'est la reproduction en très forte grandeur en bâtiment de cet assemblage de quartz. Là, il y a vraiment une idée de ressembler au minéral. Ce n'est plus une source d'aspiration, c'est vraiment une reproduction. On dépasse le cadre de l'architecture. Là, on voit dans le domaine de la mode, le décor s'inspire d'assemblages de quartz, de géodes de quartz ou des quartz qu'on peut trouver notamment dans l'Oisan, hein, où on a ces assemblages de cristallisation, alors avec des formes qui sont peut-être pas tout à fait orthodoxes en matière de minéralogie, mais qui revendiquent quand même son appartenance au monde minéral. Ça m'a tout à fait étonné. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si véritablement ce bâtiment est réalisé. Là, je l'ai sous forme de projet, et là, c'est carrément une améthyste qui est évoquée. C'est un hôtel, et donc vous pouvez habiter à l'intérieur de cette géode. C'est vraiment une folie architecturale. Bon, alors après, la notion de beau, de réel, enfin, je ne sais pas, mais c'est quand même tout à fait extravagant d'avoir proposé cette forme de géode d'améthyste pour y faire un hôtel. Le système monoclinique, alors là, c'est le gypse qui appartient. Le gypse, ce sulfate de calcium. Alors là, je vous ai présenté des formes cristallines de ce gypse extrêmement variées, telles qu'on peut les avoir au musée. Une forme très connue, c'est la rose des sables. Eh bien, la rose des sables a inspiré aussi les architectes, puisque le Musée national du Qatar est ni plus ni moins qu'une rose des sables architecturale. Vous voyez ici cette représentation, avec une prouesse en plus, j'allais dire, technique de construction, la réalisation de cet assemblage de cristaux qui est une reproduction parfaite, vue du ciel, d'une rose des sables telle qu'on peut la voir sous forme d'échantillon. Allez, je finis avec ça. Et là, cette fois-ci, on va tomber sur un sulfure, la stibnite, et avec ce cristal cathédral qui est présent aux États-Unis. Et le campanile de cette cathédrale, c'est ni plus ni moins qu'un grand cristal dressé vers le ciel de stibnite, ou de stibine pour ceux qui l'ont appris comme ça. Alors, élargissons un peu le thème. Là, je vous présente une forme cristalline, c'est revendiqué comme cristaux. Et là, ce qui est intéressant dans cette forme, outre le fait qu'elle a été exposée au musée de minéralogie, c'est une création d'une artiste, Mylène Guermont, artiste ingénieur, hein, à la fois ingénieur et artiste, et qui a voulu créer un cristal, là pour le coup, qui n'existe pas. Il y a dans cette forme représentée absolument aucun axe de symétrie. Donc, ça nécessite quand même un travail de conception dans un premier temps sur ordinateur, puis ensuite de réalisation. C'est un objet en béton qui donne un objet tout à fait étonnant et qui montre que la notion de beauté qu'on associe souvent à harmonie, symétrie, peut dépasser ces critères-là, puisque là, pour le coup, vous avez un objet. Alors après, est-il beau? Ça reste très subjectif,
mais qui présente en tout cas une certaine esthétique et qui pour autant n'a absolument aucun axe de symétrie. Je suis moins sûr que cette artiste ait vraiment calculé son coût. Je pense qu'elle a voulu reproduire des quartz tels qu'on en voit parfois dans les bourses, et là, ce sont des formes qui en fait n'existent pas. Là, pour le coup, la forme de gauche, là, la forme minérale qui est présentée, c'est sans doute du quartz initialement, mais qui a été retaillé, et cette forme de cristallisation, hein, cet agencement un peu là, tronconique, n'est absolument pas réel. Donc là, déjà, on s'empare du minéral, on commence à le transformer même sur l'objet minéral pour pouvoir le vendre, parce qu'on peut supposer que c'est voilà, un bel objet. Et l'artiste ensuite s'en inspire. Il faudra interroger Sophie Cardin pour savoir si c'était volontaire, cette absence de correspondance avec un quartz naturel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, cette forme a été aussi proposée. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Là, on est dans l'imaginaire, avec des formes tout à fait improbables qui ne sont pas du tout cristallines, mais là encore, l'évocation quand même du quartz est très très présente, et là, c'est directement sur la peau des gens que ça s'inspire, ce sont des tatouages, et le monde minéral est aussi là, assez présent et assez revendiqué. Je ne pouvais pas passer à côté d'un artiste comme Mobius, qui là aussi évoque des formes futuristes, cristallines, avec là encore des axes de symétrie, des faces un peu étranges, qui sont parfois des réalisations humaines ou des cristaux comme ça qui se présentent dans l'atmosphère. Mais là, clairement, le monde minéral est source d'inspiration et revendiqué comme tel. Alors là, on a vu les formes, hein, on a balayé un peu les formes cristallines. Évidemment, la couleur et les textures des minéraux, et là, vous en avez quelques exemples à travers cette rhodochrosite, cette olivine et cette turquoise qui sont vraiment évidentes et qui donc vont inspirer. Mais au-delà de la couleur, il y a aussi la texture. Par exemple, les agates, là, qui sont des assemblages naturels, là aussi tout à fait étonnants. Certain Roger Caillois qui s'en est emparé et que ça a inspiré en matière d'écriture, mais ça inspire aussi des décorateurs qui vont sur ces formes étonnantes, ces assemblages de couleurs, ces figures de croissance. Et il y a aussi un objet, moi, qui m'a complètement sidéré quand je faisais les recherches là, justement de sources d'inspiration, c'est celui-ci, ce puzzle tout à fait étonnant. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre les références. Hein, ça peut être un joli cadeau de Noël. Tiens, voilà une idée. Ça peut être un joli cadeau de Noël. Voilà ce puzzle qui présente une agate imaginaire, bien sûr, et dont les pièces de puzzle sont aussi, vous le voyez, des formes cristallines différentes. C'est extrêmement esthétique, extrêmement original. Moi, ça m'a complètement séduit, cette création. Il y en a toute une diversité comme ça, vous pourrez voir là, c'est cet artiste qui s'est inspiré de ça avec un motif créé par ordinateur et un découpage des pièces de puce également créé par l'intermédiaire de la CAO. Le minéral, on peut aller plus loin. Quand on s'empare de sa couleur, on s'empare éventuellement de sa forme, mais on s'empare aussi de sa beauté pour en faire un objet d'ostentation, de présentation, de décoration et aussi une symbolique de pouvoir. Alors, ces grands vases énormes, tels qu'on peut les voir, alors pour certains à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, là, prennent directement le minéral et ces couleurs et textures, évidemment, qui sont revendiquées là-dessus avec une prouesse en plus, déjà la rareté, puisque là, ce sont des objets qui font presque, pour certains, plus d'1 mètre de hauteur. Donc, déjà la rareté en termes d'avoir un ensemble d'azurite ou un ensemble de malachite aussi complet, et puis surtout une esthétique que l'on va afficher et que l'on va présenter et qui sera aussi, au-delà de la beauté, un symbole de richesse et d'ostentation. Donc là, on va de plus en plus vers la symbolique des pierres, ce qu'elles représentent, leurs propriétés, leurs vertus que l'on peut leur attribuer, que l'on s'approprie à travers des objets. Le monde asiatique, évidemment, a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Alors, je n'irai pas sur la valeur, sur les vertus. Je ne vous parlerai pas ce soir de lithothérapie ou de vertus particulières que l'on affecte à des pierres, mais bien de
de leurs propriétés, de leur beauté et de la symbolique qu'on leur donne. Donc là, il y a quelques exemples d'objets chinois avec des minéraux qu'on voit pas toujours, hein, comme la tourmaline, par exemple. D'autres qu'on voit d'une façon bien plus courante, comme l'améthyste et le quartz rose. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du jade, de la néphrite, avec toute sa valeur symbolique, spirituelle, qui traverse tout le monde asiatique. Alors là aussi, j'ai l'incertitude entre la création humaine et la nature. Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Alors là, on sort un peu des minéraux, c'est plutôt une roche, hein, les paesilia, ces formes ruiniformes que l'on trouve dans des calcaires dans la région de Florence. Les artistes s'en sont emparés et parfois même y ont ajouté leur création. Et vous le voyez, ça en plus, c'est une référence qui est quand même assez ancienne, hein, puisqu'on est au XVIIe siècle, où là, on mêle imagination humaine sur une création de la nature, en quelque sorte. Et là, le visiteur, celui qui regarde l'objet, commence à se perdre un peu dans ce qui est naturel ou ce qui est artificiel ou créé par l'homme. J'adore ces cartes-là, c'est un musée à Saint-Pétersbourg, il y a toute une collection de cartes postales, hein, que l'on peut acheter et qui fait référence à des similitudes d'œuvres et de formes. Alors donc là, clairement, le minéral n'a pas inspiré l'artiste, mais celui qui collectionnait les minéraux y a trouvé une ressemblance et parfois, effectivement, c'est troublant. Là, c'est un peu imaginaire, pourquoi pas, mais là, c'est tout à fait étonnant avec cette barytine crétée, là, et qui est teintée. J'ai beaucoup aimé ces collections de cartes postales qui associent œuvres créatrices et minéraux. Et pour le coup, là, très certainement, je suis même absolument certain que l'artiste, là, ne s'est pas inspiré de cette barytine qui est à côté. Mais il y a une convergence de formes qui est tout à fait étonnante. Encore plus saisissante, c'est celle-ci. Voilà, un bois silicifié, là aussi, on sort du monde strict des minéraux. Ce bois silicifié et cette évocation de cette danseuse qui est incroyable, quoi. Une convergence de formes qui est effectivement due au hasard, mais qu'on a du mal à croire, en tout cas pour le néophyte. Et je n'ai pas résisté effectivement aussi à passer, là c'est un objet qui est dans le musée, notre Vénus, qui n'est pas une Vénus paléolithique, qui n'est pas une Vénus créée par un artiste sculpteur, mais qui est bien une forme d'érosion d'un minéral qu'on appelle la sépiolite, c'est de l'argile. Et ces formes-là arrondies, géométriques, telles qu'on peut les trouver en Turquie, avec celle-ci qui, évidemment, évoque une Vénus du paléolithique, hein, ou une création de Botero, par exemple. Et donc là aussi, le visiteur est totalement intrigué et a du mal à croire que c'est une œuvre simplement de la nature et donc un hasard de forme. Seul l'observateur et celui qui l'a récolté l'a ensuite transformé. Alors c'est toute une interrogation sur la beauté. La beauté est-elle, et ça, alors après il y a des philosophes là, dans le colloque de la chaire beauté qui avait évoqué ça, moi, ça me dépassait un petit peu, mais quand même ça suscite réflexion. Cette beauté est-elle intrinsèque à l'objet ou la beauté n'est-elle définie que par l'observateur? Allez, j'ai lancé la question, moi je ne sais pas exactement répondre à ça, mais ça suscite en tout cas pas mal de réflexions. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de citer, tiens, je ne l'ai pas remis là, c'est dommage, mais de citer un philosophe que je ne connais pas en fait, mais en tout cas, je sais qu'il a 8 ans et qu'il est passé au musée. Et je le connais parce qu'il nous a laissé un petit mot sur le livre d'or qui reprend très exactement ce que je viens de dire, mais d'une façon plus condensée et vraiment formidable. Il a mis les pierres au musée de minéralogie, les minéraux sont tellement beaux qu'on dirait des faux. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Ça peut aller très, très loin, en fait, hein. Voilà. Donc, je passe. Alors, au-delà de la forme, au-delà de la couleur, au-delà de la texture, le nom des minéraux devient aussi une source d'appropriation. S'emparer du nom d'un minéral, c'est se parer de ses propriétés, de ses caractéristiques, et puis parfois même de ses vertus. Donc là, j'ai pris évidemment, ça c'est le symbole chinois qui désigne la néphrite. Alors il se trouve que cet idéogramme-là, c'est 4
c'est 4 pierres superposées, liées par un fil, hein, donc, qui désignent cette pierre néphrite. Je me garderai bien de prononcer le mot chinois. Là, évidemment, l'incontournable Roger Caillois, hein, qui évoque le fait que l'homme envie la dureté, la durée, l'éternité, l'éclat, le mystère des roches, et le fait effectivement de s'approprier son nom. Alors là, c'est moi qui vais un peu plus loin là-dessus, parce que ça, il ne l'évoque pas. Eh bien, quelque part, nous donne ses propriétés, ses vertus, cet éclat. Et ça, on le retrouve évidemment dans la cosmétique, symbole de luxe, symbole aussi de beauté. Le nom des minéraux apparaît partout. Hein, là, vous avez, et je suis sûr que ce n'est pas du tout exhaustif, hein. J'ai fait une petite recherche comme ça sur Internet de tous les parfums. Là, j'ai simplement sélectionné quelques parfums qui portent le nom de minéraux. Il y en a une quantité incroyable. Alors évidemment, on va trouver les métaux précieux, on va trouver les pierres précieuses, hein, l'émeraude ou semi-précieuses, l'améthyste, on va trouver le saphir, on va trouver le rubis, enfin, etc. Ça va s'étendre à d'autres gammes de produits, mais toujours avec, voilà, là, on retrouve la tourmaline, synonyme presque de beauté, et avec des noms parfois un peu étonnants, hein, comme l'hématite, qui, bon, effectivement, a un éclat, une couleur, mais qui là est aussi revendiqué dans l'industrie du luxe. L'azurite, que l'on retrouve par sa couleur, enfin, etc., etc. On peut le décliner effectivement dans plein de directions, surtout que les gens dans ce domaine-là sont très imaginatifs et en recherche d'inspiration, et le monde minéral, évidemment, y a contribué. Quartz. Ce nom quartz, ça m'a intéressé aussi parce que, toujours en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'on dépassait très, très largement le domaine de la cosmétique. Regardez, là, j'ai mis simplement les logos d'organismes, de sociétés, de structures qui revendiquent le nom de quartz, qui s'approprient le nom de quartz. Et à travers ça, effectivement, encore une fois, ce symbole de dureté, de transparence, sans doute d'éclat, de pureté, enfin, etc. Et là, c'est tout à fait étonnant de voir, là, il y a une grande diversité, en fin de compte, dans la revendication. Ça va même jusqu'à une huile de moteur. Évidemment, les montres à quartz, mais là, c'est encore autre chose, puisque les montres à quartz, on travaille sur les qualités et la propriété piézoélectrique pour pouvoir faire des montres. Hein. Mais enfin, on a aussi une scène nationale qui porte le nom de quartz, on a aussi une radio qui porte le nom de quartz, on a des bureaux d'études, des bureaux d'analyse, des laboratoires, des agences de voyage qui portent le nom de quartz. Donc, on voit que ce mot de quartz, en fin de compte, et il y en a bien d'autres, hein, ça c'était qu'un exemple, eh bien, en fait, on les retrouve dans des endroits qui ne sont pas évidemment minéralogiques, mais qui presque font partie du quotidien, font partie d'une symbolique, d'un imaginaire qui est partagé par tous, sans savoir forcément exactement ce qu'est le quartz, en fin de compte. Alors, il y a aussi le mica. Alors, le mica, c'est intéressant parce que le mica, il est revendiqué évidemment parce qu'il a des propriétés avec son éclat métallique, ces petites paillettes que l'on va retrouver dans les cosmétiques. Il peut parfois même se déguiser, puisqu'il y a des peintures argent qui, en fin de compte, sont faites de mica. Donc, récupérer dans la cosmétique, récupérer aussi dans les peintures, donc avec l'appropriation du nom mica, comme on peut le voir ici, avec là, parfois, quelque chose qui échappe, j'allais dire, au communicant, celui qui revendique ça, et qui parfois montre le côté obscur, le côté peut-être plus négatif de la chose, et qui aujourd'hui parle justement de ces matières premières qui sont exploitées, transformées, mais aussi sont l'objet d'exploitation de populations qui les préparent, qui les exploitent, qui les transforment. Et là, aujourd'hui, l'éthique au niveau des matières premières fait que le mot mica a une signification qui se retourne, de symbole de beauté, d'éclat, de décoration. Il y a le revers de la médaille sur l'exploitation de ressources naturelles, mais aussi l'exploitation de populations qui les préparent. Et cette signification, cette symbolique qui, là, traverse notre société, elle va au-delà du mica, bien sûr. Je n'ai pas pu résister parce que c'est évidemment quelque chose dont on parle beaucoup dans le musée
de minéralogie a parlé de la colombo-tantalite, le coltan, la colombite et la tantalite, qui sont deux minéraux qui fournissent le tantal qui va être présent dans les portables. Et aujourd'hui, ce mot coltan a une signification telle qu'elle peut être représentée là sur cette illustration qui est présentée par... elle existe déjà depuis très très longtemps, hein, mais depuis plusieurs années, surtout quand on voit le modèle du portable, hein, mais qui fait la relation entre effectivement l'objet manufacturé, mais aussi la matière première, et ça c'est plutôt bien, c'est notre boulot, mais au-delà de ça, des problématiques de destruction de l'environnement et parfois même de guerre, puisque ce sont des enjeux stratégiques majeurs qui conduisent à des massacres, à de l'exploitation de populations, et vous voyez évidemment la République démocratique du Congo qui est évoquée là. Aujourd'hui, on parle de minéraux ou de minerais de sang. Donc la symbolique s'est renversée, du prestige, de l'éclat, on arrive à une signification sociétale, environnementale, qui fait évidemment un grand débat aujourd'hui. Donc les minéraux sont là aussi et traversent nos débats de société. Bon, voilà, là, toujours le musée, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Ça, c'était notre slogan qui reprenait pas de tantalite, pas de SMS. C'est le boulot que l'on fait actuellement. On fait cette relation systématiquement entre les matières premières et les objets manufacturés. On raconte dans ce musée la magnifique histoire de l'industrie, mais on évoque aussi toutes ces problématiques environnementales, géostratégiques et économiques. Donc, revenons sur cet aspect symbolique qu'on pourrait très sensiblement élargir hein, à travers tout, évidemment toute la bijouterie. Là, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une évidence. Ça pourrait faire l'objet d'un développement très, très fort. Donc là, vous avez la mythique toison d'or reconstituée avec des pierres, des spinels, la spinelle Côte de Bretagne avec le diamant bleu de Louis XIV. Hein. Donc là, c'est une reproduction, bien évidemment. Donc là, la symbolique de pouvoir est évidente. Les minéraux, évidemment, ont toujours accompagné les dynasties, les rois, les empereurs et les personnes régnantes. Et ça a été bien au-delà. Aujourd'hui, les stars aussi, alors donc évidemment Elizabeth Taylor avec sa collection de bijoux fabuleux, on ne pouvait pas passer à côté. Donc il y a toute cette symbolique véhiculée, cette appropriation, cette ostentation qui existe partout avec des minéraux, en fin de compte, qui se promènent et qui sont là partout. On pourrait l'étendre aussi dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la chanson, dans le domaine de la littérature. Je viens de découvrir, grâce à mes collègues, là on prépare une exposition, un voyage dans le cristal écrit par George Sand que je vous conseille de lire. C'est tout à fait étonnant, je ne connaissais absolument pas. Et là, le monde des minéraux a inspiré cet écrivain. C'est pour moi une totale découverte. Il en a inspiré bien d'autres. Hein. Ce sont évidemment que quelques exemples qui sont présentés là. Et au-delà de ça, donc là, j'arrive à la fin. Donc les minéraux, vous l'avez compris, sont source d'inspiration et de création. Et là, pour finir, j'ai mis quelque chose qui m'a complètement sidéré. Il existe des vêtements aujourd'hui qui se sont appropriés le pouvoir des minéraux. Alors là, on frise un peu, et peut-être les propriétés des minéraux. Oui, il existe une gamme de vêtements dans lesquels il y a des minéraux broyés qu'on a intégrés dans les coutures, je ne sais pas exactement sous quelle forme, hein, de charge minérale au niveau de ces vêtements, pour s'approprier les vertus de ce minéral. Donc là, je pense que ça donne une idée de l'infini des possibles en matière d'inspiration et de création. J'oserais dire aussi, il y en a qui disaient qu'une notion de l'infini était aussi, pouvait être définie par parfois la sottise humaine. Là, on est à la limite, hein, parce que on voit bien que là, l'aspect mercantile, l'aspect croyance est évident autour de ça, mais voilà, les créateurs s'en sont aussi inspirés. Donc, je pense que dans les années qui viennent, on va encore avoir des tas de surprises avec les minéraux et des sources de création. J'espère qu'elles seront plus intéressantes que celles-là. Mais bon, moi, je tenais aussi à la partager parce que moi, elle m'a complètement étonné. Jusqu'où ira-t-on dans l'appropriation minéralogique? Voilà, et je vous remercie.